Alors, je vais changer un petit peu des introductions classiques. Je vais vous présenter directement mon cas clinique qui m'a donné envie de faire cette présentation en fait. Donc voilà, je vous laisse regarder ça. Voilà, je vous reprends maintenant pareil. À droite et à gauche. Je la vois complètement différemment. Et qu'est-ce qui est différent? C'est des doigts. Vos doigts? Ouais, c'est des doigts, je les vois différemment. Je les vois moins gros, puisqu'ils sont un peu enflés. Ouais. Vous les voyez moins gros quand ils sont de ce côté-là que de ce côté-là? Tout à fait. Ouais. Très bien. Vous voyez d'autres différences? Le petit doigt, il a l'air plus tendu à gauche quand il est dans cette position. Quand elle est là? Voilà. Ouais. Donc, et donc vous trouvez que votre main elle est mieux en fait quand elle est de ce côté-là que quand elle est de ce côté-là? Même si puis la position des doigts est un peu différente. J'ai pas l'impression que mes doigts sont blessés. Voilà, le terme exact, c'est que j'ai l'impression que dans cette position, ils sont moins blessés que quand je le fais comme ça. Quand je suis dans cette position, j'ai mes doigts qui là, je le vois bien à un endroit blessé. D'accord, donc vous avez une notion de blessé quand c'est de ce côté-là, pardon. Et que quand je fais ça. Là, vous voyez qu'elle a des petits soucis, mais vous avez moins cette notion. Ça vous gêne moins? Ouais. D'accord. Voilà, donc du coup, je trouvais ce cas vraiment intéressant, déjà, bien évidemment, pour mettre en évidence les troubles de la perception. Et en effet, il suffisait au patient de croiser ses bras pour percevoir son membre différemment. Donc voilà, ça va donner la suite de ma présentation. Alors, vous l'avez sûrement tous déjà constaté, justement, dans vos cabinets, j'imagine. Donc, les troubles de la perception du membre, ils sont vraiment courants dans le SDRC. Et en effet, le patient, il va avoir une représentation déformée de son membre. Donc là, par exemple, c'est un petit schéma de l'échelle que je vais vous présenter après dans la partie bilan. Donc là, vous venez de voir la main du patient et voilà comment lui, il la voit. Il la voit vraiment beaucoup plus grosse, etc. Je vais vous décrire tout ça. Donc là, je vous ai cité une revue de littérature qui est très intéressante sur les changements neuropsychologiques du coup dans le SDRC. Et voilà, donc quels sont précisément ces symptômes? En effet, donc, perception altérée du membre, de la taille, de la forme, du poids. Également un désir d'amputer, vous avez peut-être déjà entendu ça avec vos patients. Il y a également une inadéquation entre les sensations et l'apparence du membre et une mauvaise conscience de sa position. Il y a également un sentiment que le membre n'appartient pas au patient. Il y a aussi une surestimation de la taille du membre affecté. Ce qui peut nous intéresser aussi en tant que kiné, au-delà de ces troubles de perception, c'est aussi cette négligence motrice. C'est-à-dire qu'en effet, le patient il a une initiation et une exécution plus lente de ses mouvements. Il a également une diminution de l'amplitude et d'étendue spatiale de ses mouvements. Et il est obligé de regarder son membre pour pouvoir le contrôler. Il y a également des apparitions de mouvements involontaires à titre de claudication, etc. Donc voilà, cette négligence motrice et sensitive, elle vous fait peut-être penser à une pathologie, en tout cas moi oui. Voilà, elle fait penser à un AVC justement avec une hémiplégie gauche et donc une atteinte du cortex droit qui va donc engendrer une héminégligence gauche. Alors c'est intéressant parce qu'on se dit pourquoi une pathologie du membre supérieur déclenche des symptômes neurologiques centraux. Donc toujours dans cette revue de littérature, ils ont comparé en effet des symptômes de négligence qu'on peut voir dans le SDRC, dans l'hémiplégie. Et ils se sont rendus compte du coup qu'il y avait pas mal de symptômes qui se ressemblaient en effet, comme suite à une lésion cérébrale dans le SDRC. Donc pourquoi il y a de tels symptômes donc après cette pathologie qui est périphérique? Eh bien, donc l'hypothèse du SDRC, vous la connaissez tous, c'est une réponse inflammatoire aberrante à un traumatisme tissulaire. On ne connaît pas exactement les mécanismes, mais voilà, c'est à peu près ça, on va dire. Et les mécanismes périphériques, uniquement l'inflammation du membre, ne peuvent pas expliquer l'entièreté des symptômes du SDRC. Donc on supposerait que c'est une sous-utilisation du membre qui déclenche des changements neuroplastiques, donc au niveau du système nerveux central. En effet, dans la littérature, on a de nombreuses preuves de la réorganisation corticale fonctionnelle de représentation sensorielle et motrice des membres, du membre atteint. Pardon. Donc je remercie Maxime Fourny pour cette image qui est très intéressante, je trouve. Donc là, vous pouvez constater sur cette IRM fonctionnelle que voilà, le patient sain à gauche, il a une aire représentative normale de son membre, et le patient atteint de SDRC à droite a une toute petite représentation corticale de son membre. Il s'agit donc de plasticité cérébrale dans le sens de la péjoration. Et donc en fait, c'est comme si on avait un peu, c'est comparable à une imagerie par exemple d'un patient qui a été amputé. Donc comment on peut évaluer ces troubles de la perception, parce que c'est quand même intéressant de voir comment les évaluer.
Dans la revue littérature que je vous ai présentée déjà, ils avaient 3 possibilités de l'évaluer. Ils faisaient tout simplement une interview du patient. En gros, ils demandent au patient de décrire leurs symptômes. Ensuite, il y avait un questionnaire sur la négligence. Et enfin, il y a l'échelle de base que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Donc, j'ai participé à une étude de traduction et validation de cette échelle en français. Donc, elle n'est pas encore sortie, donc je vous le présente en anglais. J'ai fait une traduction un peu évasive, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle. Voilà, en gros, il y a des questions sur l'appartenance du membre au corps. Est-ce que le patient a l'impression que le membre lui appartient? Ensuite, quelle position? Est-ce qu'il a conscience de la bonne position de son membre? Est-ce qu'il est obligé de lui porter de l'attention, justement, pour le contrôler? Quelles sont ses émotions vis-à-vis de son membre? Est-ce qu'il ressent en effet des différences entre l'aspect visuel et le ressenti du coût réel? Peut-être en termes de taille, de pression, de température, de poids? Et est-ce qu'il a le désir de l'amputer? Et si oui, quelle est l'intensité de ce désir d'amputation? Et enfin, donc, la dernière question que, pour ma part, j'ai trouvé vraiment très intéressante, c'est du coup de dessiner en fait le ressenti du membre en fait du patient. C'est-à-dire qu'on lui demande de fermer les yeux et on va lui demander de décrire comment il ressent son membre sain et son membre affecté. Et ensuite, on lui montre le dessin et on voit s'il est d'accord avec nous. Donc, je vous montre toujours avec ce même patient du coup ce que ça donne. Pardon, j'ai oublié cette diapo. Donc, voici ce que eux ils ont constaté du coup en dessin dans l'article de validation de l'échelle de Bass. Donc, vous voyez que c'est souvent des membres en effet beaucoup plus gros et voilà, souvent c'est un peu aberrant la manière de le percevoir. Voici donc du coup le bilan que j'ai effectué à mon patient. Vous allez décrire comment vous voyez vos mains. On va commencer par la main saine et après on va essayer de dessiner du coup la main malade. Voilà. Donc, je lui ai dit de fermer les yeux aussi avant. Voilà, donc là je commence par la main saine, je lui dis comment vous voyez votre poignet, comment vous voyez votre pouce, comment vous voyez vos doigts. Souvent ils disent normal, etc. Et ensuite on commence, ensuite on dessine la main pathologique. Donc là vous pouvez constater que son poignet il le voit gros, son pouce il le voit petit, son index du coup il le voit énorme par rapport à l'autre main. Pareil au niveau du majeur, son annulaire il le voit tout petit et son petit doigt il le voit gros et tout plié. Voilà, donc je lui demande de vérifier. Et voici donc le dessin. Donc vous avez vu ce patient sur la première vidéo. Sa main, elle est en effet déformée. C'est normal, c'est-à-dire c'est plus une amputation, mais elle ne ressemble pas à ça. Enfin, pas à ce point-là. Vous allez décrire comment vous voyez. Excusez-moi. Voilà, donc sur l'étude, je l'ai faite sur 4 patients, du coup, cette étude. Donc vous pouvez constater qu'en effet, souvent, elle est plus grosse. Il y a une déformation en général d'un ou deux doigts. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les patients, ils avaient l'impression que leur main saine, ils avaient vraiment une belle main sur la main saine, avec des doigts fins, allongés, etc. Et que la main pathologique, elle était grosse et vraiment pas belle. C'est souvent les ressentis qu'ils avaient. Donc, comment on peut traiter ces troubles de la perception? Excusez-moi. Alors, on peut supposer qu'en fait, toutes les techniques d'imagerie motrice sont intéressantes. En effet, on va essayer de réconcilier le patient avec son membre. Il a une très très mauvaise image de son membre, donc on va essayer de le réconcilier avec ça. Il y a le protocole bien sûr d'imagerie motrice de Moseley que vous connaissez tous avec la thérapie miroir. Il y a également l'imagerie motrice avec les vibrations, donc ma consoeur après va en parler. Il y a les casques de réalité virtuelle et moi j'ai choisi de vous parler du crossing arm. Je remercie d'ailleurs Alexandra Perret qui m'a fait découvrir cette technique lors d'un Gramme à Lyon qui je trouve vraiment très intéressante et très facile à mettre en place. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement de croiser les bras et de mettre le membre pathologique par-dessus le membre sain et de demander donc au patient d'effectuer des mouvements. Dans la littérature, Galès et Moseley ont décrit du coup qu'en effet il y avait une diminution de la douleur du membre lorsque le patient croisait les mains et également un changement du traitement cortical des informations somatosensorielles. Donc, je trouvais que c'était intéressant justement dans ces troubles de la perception, peut-être de voir si on peut modifier ces troubles justement en croisant les mains. Et voilà, donc je vous montre à nouveau mon patient, ce qu'on a fait en séance. Et quand vous bougez, là, qu'est-ce que ça donne si vous essayez de bouger un petit peu? Parce que je la regarde là. Ouais. Je la regarde, je bouge ma main, j'ai l'autre qui bouge en même temps. Vous n'arrivez pas à distinguer les deux? Donc il y a souvent des troubles de la carité, comme ça. Ouais, si vous essayez de bouger un petit peu dans cette main, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dans un meilleur contrôle ou pas? Ouais, j'ai l'impression d'avoir pas de douleur. Ah, ça c'est bien ça. C'est
c'est pas tellement là, c'est surtout la souplesse. D'accord. J'ai quand même un peu raide, mais si je fais ça, je la sens plus souple que quand je suis comme ça. Là, si je fais ça, c'est voilà, à main droite et là je suis à fond. D'accord. Et vous la sentez plus raide du coup de ce côté-là? Ouais. Ok, très bien, je vous remercie. Et oui, parce que du coup, c'est marrant, il dit là je suis à fond, alors qu'en fait, il est exactement dans la même position que du côté une espace sain. Et voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, ce patient, pour lui, en l'occurrence, ça a vraiment bien fonctionné. Donc, on fait la rééducation, on fait du renforcement musculaire, etc. Du côté de une espace sain. Et quand vous bougez? Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est qu'en effet, les troubles de la perception, ils sont courants dans le SDRC. Il ne faut pas les sous-estimer en fait, parce qu'en effet, ça provoque vraiment une gêne importante au patient et ça peut entraver la rééducation. C'est important d'en parler avec lui, et notamment dans les cas extrêmes de mal-être, quand ils ont des désirs d'amputation, c'est quand même très dur psychologiquement. Vous devez les soutenir, les inciter à communiquer sur ça. Et si besoin, s'ils ne vont vraiment pas bien, il ne faut pas hésiter à les rediriger vers un psychologue qui pourra les aider donc à gérer ces symptômes qui sont vraiment très difficiles à vivre. Et aussi les rassurer sur le fait que ces symptômes ne perdurent pas dans le temps. Vous devez noter, mais c'est très important. C'est temporaire en fait, c'est très impressionnant, mais heureusement c'est temporaire. Et voilà, je trouve que c'est intéressant d'évaluer justement pour aussi montrer aux patients, vous voyez, votre perception a commencé à s'améliorer, etc. Lui faire un feedback en fait positif de son évolution. Et bien évidemment, donc les différentes thérapies par imagerie motrice semblent être une solution pour diminuer ces troubles. Voilà, donc voici ma vidéo.